Madame Aminata Touré pour cette parole forte, exigeante et profondément ancrée dans l'action. Nous vous sommes vraiment reconnaissants d'avoir partagé avec nous, non seulement votre analyse, mais aussi votre conviction. Alors, sans plus tarder, nous allons directement enchaîner avec la communication inaugurale. Universitaire de renommée internationale, ancien ministre de la République du Sénégal, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, le professeur Abdoulaye Bathily incarne une figure intellectuelle et politique de premier plan sur le continent, penseur panafricaniste engagé, historien de formation, homme de dialogue et de conviction. Il allie rigueur académique, expérience diplomatique et engagement profond pour l'unité africaine. Sa voix à la fois lucide et porteuse d'expérience éclaire depuis des décennies, je pense, les grands enjeux de notre temps. C'est donc avec une immense considération que nous l'accueillons aujourd'hui. Il va nous offrir un regard de fond sur le bilan et les perspectives de la CEDEAO, avec pour thème la CEDEAO 50 ans après, état des lieux et perspectives. Monsieur Abdoulaye Bathily, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame Aminata Touré, Lamine Loum, Ibrahim Sall, et comme disent les Nigérians, all protocol observed. Je voudrais remercier Afrikajom de m'avoir invité à cette importante rencontre. Moi-même, je suis membre d'Afrikajom puisque je suis membre fondateur. Et je voudrais féliciter Alioune Tine et son équipe pour les efforts remarquables qu'ils ont accomplis ces 2 ou 3 dernières années depuis la création pour arriver à ce niveau d'organisation et de réflexion. En fait, ce ne sera pas une conférence inaugurale parce que ce que je viens d'entendre depuis ce matin suffit, à mon avis, pour permettre une interaction entre les participants de qualité que je vois dans cette salle. La semaine dernière, j'étais à Accra, dans le cadre d'une conférence identique sur les mêmes thèmes par la section Wademos de l'Afrique de l'Ouest. Son représentant, son président a pris ici la parole. Et je ne vais pas donc reprendre tout ce qui a été dit. Je crois que le décor est bien campé. La CEDEAO est la manifestation d'un rêve de toute une génération, dont la mienne, l'unité de l'Afrique de l'Ouest, l'unité de notre continent, seul à même de tourner la page de l'esclavage, de la colonisation, du sous-développement. Non seulement sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, et bien entendu l'indépendance politique. Kwame Nkrumah disait « Seek first the political kingdom and everything will be added onto it ». Cherchons d'abord le royaume politique, c'est-à-dire l'indépendance, et le reste
viendra après. J'appartiens à une génération qui a été témoin de la montée des couleurs dans tous les pays d'Afrique. De 59 à 60, quand j'étais à l'école au Prytanée militaire de Saint-Louis, avec tous mes camarades venus de toutes les anciennes colonies françaises de l'époque, depuis la Mauritanie jusqu'au Congo-Brazzaville, au Tchad, mois après mois, nous célébrions l'accession d'un pays à l'indépendance. On s'amusait à regarder les couleurs des drapeaux de chaque pays. La Haute-Volta, le Congo, le Tchad. Tout cela a peuplé nos rêves de voir ces pays unis. La Fédération du Mali, nous nous sommes mobilisés en tant que jeunes. L'Union Ghana-Guinée-Mali, 3 pays phares à l'époque qui symbolisaient l'indépendance du continent. Une partie de ces rêves s'est brisée. Mais la lutte s'est poursuivie pour que ce rêve ne disparaisse à jamais. Nous avons accueilli avec beaucoup de joie la création de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO représentait la reconstruction de ce rêve presque séculaire. Parce que l'Afrique de l'Ouest, il faut le dire, a toujours été témoin d'ambition unitaire. Depuis des siècles. Si je dois mettre ma casquette, mon bonnet d'historien, c'est une région qui a toujours été un espace où les peuples se sont mêlés, entremêlés. Depuis l'époque que le préhistorien Hugo appelait le matin du Sahara, parce que le Sahara n'a pas toujours été un désert. Du point de vue humain, il ne l'est pas encore d'ailleurs. Il y a 6000 ans, hommes et marchandises allaient de part et d'autre de cet espace. Les empires, ce qu'on appelle les empires du Soudan, que ce soit l'empire du Ghana, l'empire Mandingue, l'empire Songhai de Gao, sont tous des organisations politiques, des entités qui portent témoignage de la permanence de l'aspiration unitaire des populations de cette région. Donc, les peuples
ont toujours été en mouvement dans cet espace, quelles que soient les entités politiques. La culture, dans tous les pays, porte l'empreinte de cette interaction, de cette osmose entre les différents groupes, les ethnies, les races en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, quand la CEDEAO a été créée en 1975, certes, dans des circonstances précises, et il faut que les jeunes aussi comprennent cela, parce que dans les débats aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses qui montrent l'ignorance de l'histoire. Il faut que dans des rencontres comme celle-là, on puisse échanger pour que chacun sorte de là avec un peu plus de connaissances. Sinon, c'est les diatribes des uns contre les autres. La sérénité disparaît dans la réflexion. Chacun a sa vérité qu'il considère comme absolue. Et cela porte un grand mal à ce projet unitaire séculaire pour les populations. La CEDEAO est née comment? Tout le monde sait que pendant la guerre civile au Nigeria, une bonne partie des pays francophones se sont solidarisés avec le Biafra. Sous l'impulsion certainement de la France, mais aussi pour des raisons politiques spécifiques. Après cette guerre civile atroce au Nigeria, les dirigeants de ce pays à l'époque, Yakubu Gowon, et membres de son gouvernement, inspirés d'ailleurs par des éléments qui avaient cette aspiration unitaire, cette vision panafricaine du continent, ont estimé que la guerre du Biafra a divisé l'Afrique de l'Ouest. Et il faut passer à refaire l'unité. C'est ainsi que son ministre de l'économie et des finances, le professeur Adebayo Adediji, a estimé qu'il fallait engager les pays francophones pour que l'Afrique de l'Ouest puisse se rassembler non pas autour de l'héritage colonial, francophone, anglophone, lusophone, mais autour d'un projet unitaire qui transcende ces considérations. Et il s'en est ouvert à un certain nombre de ses collègues sur le continent, en particulier au Togo, dont le ministre de l'économie et des finances n'était autre que Edem Kodjo, qui avait lui aussi cette même aspiration. Et c'est comme ça que
la CEDEAO a fait son chemin jusqu'à sa constitution et tout le reste est connu. Et pour la première fois sur le continent africain, après l'échec de l'Union Ghana-Guinée-Mali, une organisation sous-régionale s'est constituée, dépassant les clivages hérités de la colonisation. Donc c'est très important, l'idée de la CEDEAO. Donc c'est un projet africain à la base. Il faut que les jeunes comprennent cela. Aujourd'hui, tout le débat à dire est-ce que c'est la France qui est pour ou est-ce que... Non. Cette question ne doit pas nous retenir. Dans les perspectives de la CEDEAO, nous devons réfléchir en termes de ce qu'il faut faire pour construire, reconstruire cette organisation, la rendre meilleure. La question n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous devons tirer les leçons. L'Union Ghana-Guinée-Mali, elle a été formée par Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, panafricanistes, dont personne ne doute de leur engagement pour l'indépendance du continent. Mais pourquoi ça a échoué? Il faut tirer les leçons de cela. Ce n'est pas les clivages idéologiques seulement qui peuvent construire ce type d'union. Nous devons réfléchir très sérieusement. On ne peut pas dire qu'il faut une union où tout le monde aura le même bréviaire idéologique. Ce type d'organisation qu'est la CEDEAO ne peut pas être bâtie autour de ça. Nous devons réfléchir à cette interrogation qui se pose aujourd'hui. La CEDEAO, sans aucun doute, a subi pendant ces 50 ans un parcours qui, il faut le dire, a été accompagné de réalisations incontestables qu'aucune communauté sous-régionale sur le continent n'a réussi. Ça, il faut le reconnaître. J'ai eu la chance d'être représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, les 11 pays d'Afrique centrale que je couvrais, chef du bureau régional des Nations Unies en Afrique centrale. Partout où je partais, dans mes interactions avec les populations, les associations de la société civile, mais même les États, on me réclamait des experts de la CEDEAO pour aider leurs homologues de l'Afrique centrale, parce que ce que la CEDEAO a réalisé
Eux, ils ne pouvaient pas le faire. Ils n'avaient pas réussi. Et jusqu'ici d'ailleurs. Dans les 11 pays d'Afrique centrale, vous ne pouvez pas avoir la libre circulation des personnes et des biens. Ça n'existe pas jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Pour aller du Cameroun au Tchad, aller d'ailleurs entre les deux Congos, il n'y a que les fleuves qui les séparent, vous ne pouvez pas aller sans visa. Les deux Congos, la RDC et le Congo-Brazzaville. Il n'y a que le fleuve Congo qui les sépare. Chacun des pays de l'Afrique centrale, vous ne pouvez pas bouger. C'est comme un Sénégalais qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Rien que ça, quand on parle de la CEDEAO des peuples, il faut savoir de quoi on parle. La libre circulation, c'est un aspect fondamental de la CEDEAO des peuples. Parce que c'est le petit commerçant qui va du Mali au Sénégal, du Sénégal en Gambie, de la Gambie à la Sierra Leone, sans avoir besoin de visa, qui peut s'établir pour faire son petit commerce, pour participer à la construction de bâtiments, en tant que simple maçon. Et quand vous faites le tour des marchés de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, vous vous rendrez compte de ce que c'est la CEDEAO des peuples. J'ai l'habitude de dire à ceux qui parlent de CEDEAO des peuples, je dis, est-ce que vous êtes allé par exemple au marché HLM ici à Dakar, vous demandez aux couturiers, vous demandez aux petits tailleurs où se trouve son marché. Est-ce que c'est pour les Sénégalais? Ils vous diront que leur marché se trouve au Ghana, au Nigeria. À part la Tabaski ou la Korité, où il y a un marché national à peu près, et de plus en plus d'ailleurs c'est pour les enfants, le calmer, parce que les conditions sont difficiles. Toute la broderie, la couture au Sénégal, et tous ceux qui vivent autour de cette activité, c'est parce qu'il y a le marché nigérian, le marché ghanéen, et au-delà, même en Sierra Leone, au Libéria. Ça, c'est les réalités. Donc, il faut parler de choses à partir d'enquêtes sérieuses. Madame Touré a parlé tout à l'heure de tous les bénéfices dont on peut tirer sur le plan économique. Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est ça les réalités. La question est de savoir comment maintenant organiser ce marché, le rendre plus efficient, plus accessible. Comment les différents protocoles et les arrangements douaniers et autres sécuritaires dans les frontières, comment les mettre de plus en plus et de mieux en mieux en adéquation avec l'aspiration pour un marché intégré sur le plan sous-régional, au marché de la production et des échanges de ces 400 millions de citoyens dont elle parlait tout à l'heure.
J'ai été membre du Parlement de la CEDEAO pendant un mandat. À l'époque, au niveau du Parlement, nous avons mis en place une commission pour faire le tour, pour savoir comment est-ce que les arrangements communautaires se traduisent dans la réalité des frontières des pays. J'ai participé à ce tour-là, entre le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana, le Mali et le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria. On a fait un rapport sur les insuffisances au niveau de l'application des textes. Naturellement, il reste encore beaucoup à faire sur ce plan-là. Ce sont donc des questions comme ça sur lesquelles nous devons réfléchir. Les populations ont encore besoin de plus de CEDEAO, mieux de CEDEAO, pas moins de CEDEAO. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Les questions sécuritaires, c'est vrai, c'est un défi énorme aujourd'hui pour les populations de la CEDEAO, pour les États. Les questions sécuritaires le règlement doit aller de pair avec la gestion politique de nos États. Incontestablement, depuis 2011, la chute de Kadhafi, la situation sécuritaire s'est aggravée. Ça, je le sais, puisque pendant 2 ans, j'étais représentant spécial de l'ONU en Libye. Et j'ai vu comment la crise libyenne a gangréné l'Afrique de l'Ouest. C'est répandu comme un cancer en Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas uniquement par des solutions militaires qu'on arrivera à trouver une issue à cette crise sécuritaire. Il faut s'interroger sur les origines de ces différents conflits. Comment la projection de la crise libyenne a pu s'enraciner dans les pays. Quels ont été les instruments, les conditions sociales et politiques qui ont permis l'amplification de cette crise. Il y a incontestablement un problème de gouvernance dans ces pays. La gestion de la diversité dans ces pays. Et dans tous nos pays d'ailleurs, nous avons cette problématique. Quand une partie de la population est marginalisée, laissée pour compte, des facteurs extérieurs, exogènes qui arrivent, donnent l'occasion à la colère locale de s'amplifier. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que la plupart de ce qu'on appelle les djihadistes ou les rebelles, c'est lesquels? C'est les Peuls dans le delta central du Niger, c'est les Touaregs au nord. Est-ce que
nous avons assumé toutes nos responsabilités politiques, économiques, face aux communautés, à ces communautés et aux régions dans lesquelles elles se trouvent. Comme la crise ici en Casamance. Tous les pays ont ce problème. Est-ce que par des moyens militaires on arrivera à régler? Je ne pense pas. C'est impossible. C'est impossible. Il faut donc combiner aujourd'hui les aspects militaires, mais aussi les aspects politiques pour une recherche intelligente de solutions à ces crises. Et cela est indispensable parce que ce sera une guerre de 100 ans qui ne se terminera pas. D'autant que la réalité de nos forces militaires, de nos armées est telle qu'elles ne sont pas à même de faire face à ce type de conflit asymétrique. Nos armées ne sont pas préparées à cela. C'est des armées classiques, formées à la guerre classique, bombarder, détruire. Il faut aussi qu'il y ait un changement de paradigme au niveau de nos forces armées. Tout le monde maintenant s'en rend compte. D'autant que, hélas, on voit dans ce conflit asymétrique tout ce que les armées classiques ont maintenant. Les rebelles et les djihadistes utilisent les mêmes. Vous avez vu tous les jours, les djihadistes et les rebelles utilisent maintenant des drones pour détruire les camps militaires au Mali, au Burkina Faso. Vous avez vu ces images insoutenables de militaires qui, sous la pression des djihadistes, décampent. Donc il faut une réflexion très sérieuse. La force en attente dont on parle en Afrique de l'Ouest nécessairement doit être revue en fonction des réalités, des conditions de la guerre qui ont profondément changé, qui sont différentes même de celles qui ont permis à l'ECOMOG de rétablir la paix, d'imposer la paix au Libéria et en Sierra Leone. À l'époque, l'armée nigériane, qui avait le leadership, avait les moyens, s'est engagée politiquement à ça, sous l'égide de sa direction politique. J'ai été témoin de cela au Libéria, en Sierra Leone. Il y avait une disproportion de force entre les troupes de Charles Taylor ou de Fodé Sanko avec l'armée nigériane et les autres armées de l'ECOMOG. Ils avaient la domination sur le terrain. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Malheureusement. Donc il est fondamental aujourd'hui que la réflexion soit menée sur toutes ces questions-là.
La CEDEAO survivra, j'en suis convaincu, je suis un optimiste. Mais ça veut dire que pour les 50 prochaines années, elle doit s'adapter, ses dirigeants doivent s'adapter, ses citoyens doivent s'adapter aux conditions changeantes. D'autant que la nouvelle géopolitique du monde nous pose de nouveaux défis. Pendant longtemps, on raisonnait en termes de Est-Ouest, l'Est soi-disant révolutionnaire ou en tout cas progressiste, et l'Ouest capitaliste. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde pur et dur capitaliste. Tous les acteurs sont capitalistes. L'Europe, les États-Unis, bien sûr, mais la Chine, la Russie. L'économie de tous ces pays fonctionne sur des bases capitalistes. Donc, bases d'intérêts privés, nationaux. Même si on parle de gagnant-gagnant. Mais le gagnant-gagnant, on ne voit pas ça encore. Hein. C'est ça la réalité. C'est un monde de plus en plus impitoyable. Et face à cette nouvelle donne géopolitique, nous ne pouvons nous en sortir que si nous sommes unis autour des fondamentaux de la construction de l'économie, la transformation de l'économie. Certains d'entre nous nous étions armés de la pensée Mao Tse-tung à l'époque. Bon, ou du dernier discours de Brezhnev. Mais la réalité est autre maintenant. Pourquoi la Chine aujourd'hui peut parler à haute voix et défier les États-Unis? Par rapport aux dernières mesures du gouvernement américain sur les droits de douane, par exemple. Mais c'est parce qu'il y a eu une transformation de l'économie chinoise qui n'est plus à l'époque des gardes rouges. Deng Xiaoping a fait ses réformes en disant, d'accord, l'impérialisme et tout ça, mais tous ces discours maintenant, il faut, sans les mettre de côté, mais les garder quelque part dans notre sacoche. Transformons l'économie chinoise. Nous avons la population, nous avons la géographie, un immense pays, nous avons les ressources humaines. Il faut engager le système capitaliste mondial. Et ils ont offert le marché chinois dans des conditions qu'ils ont bien organisées et qui ont fait qu'en moins de 30 ans, 50 ans,
La Chine est devenue l'atelier du monde. Les industriels, les financiers, tout le monde est venu investir en Chine. Même le grand luxe est allé en Chine. Toutes ces multinationales du grand luxe, ils sont en Chine. Et c'est comme ça que la Chine est devenue aujourd'hui presque de fait la deuxième puissance économique du monde, plus même qui va devenir la principale puissance dans tous les domaines. Alors donc, si nous, ici à la CEDEAO, nous nous organisons politiquement, nous sommes unis sur un projet économique de transformation avec cette population, adossé sur un projet éducatif, nous pouvons aussi créer les conditions d'une révolution économique qui sera autre chose que simplement de faire des incantations. À une autre échelle, le Vietnam. Le Vietnam a été colonisé. A été pratiquement réduit par les bombes au napalm. Mais aujourd'hui, c'est une grande puissance économique. Donc il faut qu'ensemble qu'on réfléchisse, qu'on sache exactement ce que nous devons faire. Nous n'avons pas le droit de nous disloquer. Ce que nous pouvons faire à 15 est incontestablement plus important et plus efficient que de se voir, de se disloquer encore en 3 pays, en 4 pays. Non, ça nous ramènera en arrière. C'est pourquoi dans nos conversations avec nos amis des 3 pays, nous disons d'accord. Vous avez créé l'AES, nous comprenons toutes les conditions, les erreurs de la CEDEAO, les fautes même de la CEDEAO, mais ne détruisons pas ce que nous avons construit ensemble. Préservons l'essentiel de ce que nous avons ensemble. L'AES peut bien exister comme cadre spécifique dans l'ensemble des 15 États de la CEDEAO. Il existe d'ailleurs d'autres espaces. Il y a l'OMVS, il y a Mano River Union, il y a le Liptako Gourmand, il y a même le Conseil de l'Entente. Si 2 ou 3 pays pensent qu'ils peuvent faire mieux en matière de sécurité, qu'ils le fassent. Mais préservons les avantages que nous avons ensemble en tant que 15 États. C'est dans le cadre de ce dialogue qu'on peut arriver à maintenir ce qui tient le plus
aux populations de notre sous-région ce rêve séculaire d'unité qui, même par-delà les questions économiques, correspond aux aspirations culturelles. Si nous faisons le tour de cette salle, de tous ceux qui sont là, on constatera que par-delà les frontières, c'est les mêmes familles actuellement. C'est les mêmes cultures qui nous ont réunis et qui continuent à nous faire agir. Donc nous avons tout à gagner en gardant cet espace, en corrigeant les erreurs et les fautes qui ont existé, qui continueront d'exister. Mais il ne faut pas, comme je dis, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis sûr que dans vos débats, ces propositions, on en a entendu déjà de très importantes ici, dans cette première partie des travaux. Et les jeunes doivent aller dans ce sens de recherche passionnée de l'unité et non pas l'émotion qui détruit. La CEDEAO doit continuer d'exister, elle doit se réformer, mais elle ne doit pas disparaître. L'histoire nous le commande, la réalité d'aujourd'hui nous le commande. Cette aspiration à l'unité est quelque chose de profond. Agir à contre-courant, c'est-à-dire liquider la CEDEAO, c'est travailler dans le sens des ennemis de l'Afrique. C'est ma conviction. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques considérations que je voulais juste jeter dans le panier, mais je suis sûr que avec la qualité des hommes et des femmes qui sont dans cette salle, vous irez encore plus loin dans la réflexion, et nos amis de Wademos avec lesquels nous avons travaillé à Accra toute la semaine dernière, certainement vont aussi mettre dans le panier ce qui est sorti de cela. Wademos, le CDD, un travail remarquable de réflexion aussi a été fait dans ce sens-là. Donc Alioune, merci beaucoup pour cette initiative.